Bonsoir, bienvenue à cette table ronde qui clôt le rendez-vous d'hémato-oncologie pédiatrique 2014 sous la thématique « Guérir d'un cancer pédiatrique, quelle vie après ?» C'est la question qu'on va se poser ce soir avec des survivants de cancer pédiatrique et des experts de la chose. Donc, je sais que vous avez eu une journée, pour la plupart, bien remplie. Il y avait des conférences puis des trucs comme ça. Donc, écoutez, on en a pour 2h30, 3 heures environ. À peu près, oui. Oui, OK. Maximum. Après ça, il y aura la période de questions. Plus sérieusement, non, on aura une discussion ce soir, une demi-heure avec les survivants, une demi-heure, 35 minutes, puis une période de questions d'environ encore une trentaine de minutes. Bref, sans plus tarder, je vais vous présenter qui fait quoi, en commençant avec les experts. Donc, Caroline Laverdière, qui est médecin, directeur médical du programme de suivi à long terme des survivants de cancer pédiatrique, ici au CHU Sainte-Justine, co-responsable du programme de leucémie aiguë lymphoblastique, ici au CHU, professeur adjoint à l'Université de Montréal, et plein d'autres accomplissements et marques de distinction sur lesquels on va... je vais simplement dire que c'est admirable. Donc... Serge Sultan est psychologue et chercheur ici au CHU, professeur agrégé au département de psychologie et pédiatrie de l'Université de Montréal, dirige le centre d'excellence de psycho-oncologie au sein du centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine. Son équipe développe des recherches sur les impacts psychosociaux du cancer sur les patients et leurs familles. Et troisième larron de notre panel d'experts, Sophia Morel, candidate à la maîtrise, centre de recherche du CHU, nutritionniste. Candidate, je l'ai dit. Vos intérêts portent sur le rôle de la nutrition dans le domaine de l'oncologie pédiatrique et sur les complications métaboliques observées chez les survivants de cancer pédiatrique. Et vos travaux visent à développer des stratégies nutritionnelles afin de prévenir le développement de maladies cardiovasculaires chez ces patients. Donc, bienvenue à cette table ronde. Et les trois survivants. Donc, Marie-Ève Marcil, bienvenue. Marie-Ève, vous avez eu un ostéosarcome à 11 ans, novembre 1986, fin des traitements. 6 mois plus tard, en mai 87, vous avez fait une scolarité universitaire à l'Université de Montréal en psychologie et en droit. Maintenant avocate, vous êtes procureur de l'État au curateur public du Québec depuis 2003, bénévole plusieurs années pour le camp, dont monitrice au camp d'été. Également, membre de comité consultatif auprès du ministère de la Santé à titre d'ancienne patiente pédiatrique. Vous êtes mère de 2 garçons, 5 et 8 ans. C'est bien dit? Pascal Petit, 29 ans. Pascal Petit, ça va? Bienvenue. Pardon, il y a 2 Pascal ce soir. Février 95, leucémie, diagnostic, fin des traitements, février 97, donc 2 ans de traitement. Vous êtes diplômé en technique de gestion hôtelière, bachelier en administration des affaires HEC et vous allez bientôt devenir comptable, CPA, CMA. Bienvenue. Bravo, félicitations. Et oui, c'est ça. Hein? Embauché à titre de conseiller à l'implantation en octobre 2012, vous travaillez pour la compagnie Logibec qui crée et implante des logiciels destinés au système de santé. Promu en 2014 à titre de gestionnaire d'équipe, vous gérez 6 conseillers à temps plein qui se déplacent pour former de la clientèle partout dans le réseau sur leur solution administrative Espresso GRF, qui est gestion des ressources financières. Bienvenue. Pascal Thibault. Bienvenue. 27 ans, sarcome d'Ewing du fémur proximal gauche à 10 ans, février 97. Fin des traitements en 98, mais plusieurs opérations subséquentes jusqu'en 2010. Vous êtes diplômé en droit de l'Université Laval depuis mai dernier. Félicitations. Présentement étudiant à l'École du barreau du Québec, vous entamez une maîtrise en droit et politique de la santé à l'Université de Sherbrooke en janvier prochain, 2015. Bonne chance. Pascal, vous avez été un des étudiants sélectionnés par l'Université Yale afin de participer au programme interdisciplinaire sur la bioéthique l'été dernier. Et pendant ce programme, vous avez été assistant de recherche sur un projet entourant les stratégies d'adhérence à la prophylaxie pré-exposition au VIH, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sera l'objet d'une autre table ronde. Donc,
Écoutez, j'ai envie... On s'adresse à des gens... Pardon, je cherche... Oui. On s'adresse à des gens qui sont dans le système de santé, qui ont à composer avec des patients qui ont eu des cancers dans leur enfance. Et dans le fond, le but, c'est un peu de les éduquer, de leur dire comment c'est quoi votre réalité. C'est quoi votre réalité d'adulte ayant vécu à l'enfance avec un cancer? On va commencer avec Marie-Ève. Prenez le micro. Personnellement, j'ai toujours tenté, là, dès le début, moi j'ai terminé mes traitements à 12 ans, que le cancer était derrière moi. Ouais. Ça faisait partie de ma vie, mais j'ai jamais... ça a du pour et du contre tout le temps, on m'analysera plus tard. Mais je me disais que c'était pas quelque chose je vis avec, mais je n'ai pas utilisé, si je peux dire. Ça a coloré ma vie, mais moi, je me suis jamais définie comme une ancienne patiente d'oncologie. C'était dans mon bagage de vie, comme d'autres arrivent avec autre chose, mais je voulais pas teinter ça. Je voulais pas... je me suis jamais présentée comme une ancienne patiente d'oncologie lorsque, même à l'école secondaire, quand ça termine les traitements, moi, je voulais mettre ça quand même loin de moi. Les années nous rattrapent. Par contre, étant donné que c'est au sarcome, ça veut dire que c'est l'orthopédie. Alors, ça nous rattrape. On doit être revu en orthopédie. Les petits problèmes au niveau de l'oncologie pédiatrique refont surface, ce que la majorité qui était là aujourd'hui ont constaté. Là. Et c'était un petit peu pour ça que quand Caroline m'avait approchée et m'avait dit ça tente de venir, c'est que ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que ça prend absolument des structures, ou appelez ça comme vous voulez, pour du suivi long terme. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un qui sort à 18 ans, qui retrouve dans la population normale, puis qui n'a pas vraiment, là... on n'a pas accès à ce suivi pédiatrique-là. Puis quand les effets long terme rebondissent, bien, quelqu'un qui est un peu néophyte dans le domaine, il faut tellement cogner à plusieurs portes, puis s'il n'y a pas une porte d'entrée. Moi, je parle de Dr Laverdière, parce que je l'aime beaucoup, puis je sais qu'elle était la porte d'entrée pour ce système-là. Bien, ce que ça fait, c'est que ça fait des patients qui ne sont pas suivis du tout. Et moi, je suis un petit peu plus vieille qu'eux autres, là. Fait que j'ai vécu ça pendant que Caroline faisait son fellow, puis tout ça. Donc, ça fait des gens comme moi que de 18 à 30 ans, jusqu'à temps de ma première grossesse, on n'a pas de suivi du tout. On n'a pas cette corde-là, parce qu'on n'est pas de l'oncologie adulte, on s'entend, on n'est pas en traitement. Puis on n'est plus de la pédiatrie. Alors, on est vraiment toujours entre les deux, ce qui peut faire une année ou deux, mais après ça, on tombe vraiment dans le trou, j'appelle, du système, et il n'y a pas de suivi. Et là, c'est peut-être plus difficile à rattraper. OK. Pascal Thibault, est-ce que c'est frustrant d'être un adulte qui a besoin de soins reliés à un cancer pédiatrique et de faire face à des gens dans le système qui n'y connaissent pas grand-chose? En fait, c'est ça, c'est frustrant du côté que moi, j'ai une région, donc c'est peut-être un peu plus difficile de cette île. Okay. Donc, peut-être un peu plus difficile d'avoir accès comme à des soins. Le Dr Laverdière est très présente, si on veut, mais en étant à Montréal, à distance, ouais, elle est présente de loin. Donc, Bien dit. Donc, c'est sûr que c'est difficile de ce côté-là parce qu'il faut toujours expliquer. Moi, des procédures que j'ai eues, je veux dire, ils n'avaient jamais vu ça chez moi. Et c'est des trucs qui étaient problématiques de ce côté-là. Donc, c'est sûr que c'est frustrant, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on prend l'habitude. Puis que c'est important en tant que jeune adulte de prendre, dans le fond, notre santé en main. Puis d'être informé sur ce qui se passe, puis d'être très au courant de tout ce qu'il y a. Moi, j'étais quand même jeune, donc mes parents en prenaient beaucoup. Mais ils m'ont donné la chance de pouvoir poser des questions et aussi de me laisser prendre charge de ça. Là, donc, donc, apprendre des choses, quoi, pour pouvoir les enseigner au personnel du système de santé? Je ne dirais pas enseigner, là. Mais initier, disons? Peut-être un peu plus les guider, ouais, c'est un bon mot de ce côté-là. OK. Je vais revenir sur les frustrations, Pascal Petit. Est-ce que vous avez des frustrations ou globalement, quand, comme adulte, vous avez interagi avec le système de santé, c'est une expérience satisfaisante? Le micro, il me gêne un petit peu. Est-ce que vous m'entendez quand même bien? J'ai quand même une voix qui porte. Donc, les frustrations, je n'ai pas nécessairement de frustration par rapport au milieu de la santé. C'est pas la question. J'ai été très, très bien traité, tant à Sainte-Justine qu'en région. Je viens de Val-d'Or, en Abitibi, et quand je rentrais là, j'étais pas normal parce qu'il y en avait pas d'autres comme moi. Je me rappellerai toujours des
des personnes âgées qui me cédaient les chaises et qu'on écoutait du Calimero pendant que j'avais mes traitements de chimiothérapie. J'ai été assez chouchoutée, donc d'un point de vue sentiment jeunesse, j'ai été très, très bien traitée. C'est sûr que lorsqu'on quitte le milieu de l'oncologie, lorsqu'on devient un adulte, j'ai eu la chance de rencontrer Caroline jusqu'à presque 24 ans, si ce n'est pas 25 ans, ici à Sainte-Justine, donc c'est très tard. Après ça, c'est de se trouver le médecin. Donc, c'est sûr que les médecins qu'on va trouver au niveau des médecins de famille, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences oncologiques. Donc, c'est moi qui dois actuellement dire à mon médecin, je suis dû pour un échocardio. Regarde dans mon dossier, ça fait 3 ans, il faut que je fasse un échocardio. Je suis dû pour passer un ophtalmo, parce que ça fait 2 ans, et à tous les 2 ans, j'ai un ophtalmo. Donc, c'est juste si on connaît bien notre dossier, si on se connaît bien en tant que personne, au niveau des frustrations, ça va bien, mais oui, il faudra avoir un plan de transition qui n'est peut-être pas actuellement en place avec un hôpital et un médecin ou se faire référer à quelqu'un. Ça l'aiderait beaucoup le processus. OK. Là, il y a des gens dans la salle qui sont présumément de bonne foi et de bonne volonté, puisqu'ils sont ici. Quel conseil vous leur donneriez quand ils reçoivent quelqu'un qui est un adulte, mais qui a eu un cancer dans son enfance? Mais en fait, je pense que les gens qui sont ici sont hyper sensibilisés et tout ça. Et je pense pas que c'est de la volonté individuelle. Je pense qu'individuellement, le professionnel, quand on l'a devant nous, il est hyper sensible et tout ça. Je pense que c'est vraiment la ligne entre les lignes directrices que Dr Laverdière a et tout ça, et le professionnel qu'on n'a pas. Donc, quand vous êtes rendu, que vous l'avez devant vous, qu'il y a le protocole, qu'il y a tout ça, bien, la bonne volonté, elle va se faire parce qu'il trouve ça extraordinaire, puis ce qu'il veut, c'est agir de bonne foi. Mais moi, personnellement, je trouve que la lacune, c'est qu'on n'ait pas le suivi entre ces professionnels-là. Et le médecin de famille, c'est ce qu'on nous dit un peu, allez vous chercher un médecin de famille, il va avoir un petit peu tout, mais le médecin de famille, même avec beaucoup de volonté, souvent n'a pas les derniers renseignements, n'a pas non plus nécessairement les connexions avec, moi ce que je connais, avec un orthopédiste qui connaît ce type de chirurgie-là. C'est avec Dr Laverdière que j'ai pu l'avoir. Mais sinon, oubliez ça, il n'y a pas ces petites connexions-là. Le néphrologue, parce que, bon, avec tel type de chimio, bien, vous l'avez vu, il y a des problèmes qui peuvent se prêter en cardio, donc on doit être suivi en cardio. Même certains cardiologues, moi, j'en ai déjà vu, qui m'ont dit, bien, il n'y a pas de problème, tu ne devrais pas avoir de problème, tu es en forme, tu cours, va-t'en chez vous, puis tu me reverras dans 20 ans, là, et c'est très récent, là. Alors, il faut que Dr Laverdière reprenne. Non, il faut qu'elle ait un suivi aux 2 ans. Puis là, vous allez très bien, madame. Ou je sais, je vais très bien. Quand vous dites que Dr Laverdière doit reprendre quoi, elle appelle le cardiologue? Je sais pas, je suis pas dans le mystère de ce qui se passe. Là. On va aller voir le panel pour la première fois. Caroline, comment on fait ça? Oui, non. Je suis marrante. 14 ans, c'est ce que ça fait. Non, j'envoie des courriels beaucoup à mes collègues, en fait. Puis l'important, c'est de créer des liens de confiance avec des surspécialistes, d'avoir un réseau. Puis c'est ça qu'on Sainte-Justine veut faire, c'est d'avoir des professionnels qu'on va cibler dans chaque région, idéalement, qui vont être des personnes de référence pour les survivants de cancer. Donc, par exemple, à Montréal, pour la cardio, on a un bon lien avec l'Institut de cardiologie. Donc, on réfère beaucoup de patients là-bas. Les patients à risque, là, donc cet après-midi, on a vu c'était quoi la définition de patient à risque. Donc, on les réfère là-bas. Au CHUM, on a des bons spécialistes de fertilité. De l'orthopédiste, on fait affaire avec notre orthopédiste à Maisonneuve-Rosemont. Donc, c'est d'essayer de trouver un réseau, de créer ça. Je pense que ça va être l'objectif des prochaines années. OK. Pascal Thibault, dans cet ordre d'idée, ce que j'ai lancé Marie-Ève sur un conseil aux gens qui sont dans le système, est-ce qu'il y a un conseil à donner? Honnêtement, c'est dur à dire personnellement, n'ayant pas de compétences médicales. Puis mon expérience, c'est on a eu un cancer assez semblable à ce que Marie-Ève a eu, en fait. Donc, moi, mon expérience est très, très semblable du côté cardiologue. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps aussi qu'un cardiologue m'a dit, regarde, ton cœur, il est top shape. Là. Des gens que je vois ici, ils ont un cœur qui est complètement Mais fini. ils vous disent ça, sachant que vous avez eu un cancer pédiatrique? Oui, sachant que... Donc, même si ce sont des surspécialistes, ils sont complètement pas sensibilisés à cette réalité-là. Si tu as un problème, tu m'appelleras. Mais pour l'instant, pas de problème. OK. Puis c'est là que vous les appelez. Ça, je
pense c'est là qu'on... Mais c'est pas une solution viable à long terme, là, parce qu'on aimerait ça faire autre chose que de lancer les médecins, mais je pense qu'on pour vraiment d'établir un réseau, comme je disais, puis beaucoup d'éduquer les médecins au Québec, que ce soit les médecins de famille, en fait, qui vont prendre en charge nos patients, et d'éduquer certains surspécialistes. Je pense que ça va être un objectif, là, soit en donnant des conférences médicales, en écrivant des articles, pour sensibiliser la population médicale à cette nouvelle réalité-là qui n'existait pas il y a 10 ans parce qu'il n'y avait pas assez de survivants de cancer. OK, peut-être passer le micro à Serge et Sophia. Est-ce que ce que les anciens patients ont dit vous interpelle à certains points? Oui, je crois que il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect qui concerne la transition. Alors, je crois qu'on a un vrai défi comme ça. On a un vrai défi dans la question de la transition, comment on va pouvoir préparer les personnes à sortir du système pédiatrique et à rentrer dans un autre système. C'est-à-dire que non seulement on manque d'un système vers lequel aller, et le système, il faut le construire. Je crois que c'est pour ça qu'on a besoin de la communauté aussi, on a besoin d'une grosse mobilisation ici, parce que ça demande beaucoup d'argent. Mais en plus, ici, en interne, on doit s'orienter sur une préparation à la transition. Et ça, c'est des défis qui sont très importants, des défis de mode de fonctionnement. Cet après-midi, on avait une présentation sur la préparation de la transition en greffe de moelle. Et on voit tout de suite qu'on est au début de la réflexion. Donc moi, ça m'évoque beaucoup de choses, c'est-à-dire que le système de prise en charge, il est à concevoir pour cette nouvelle population des survivants atteints de cancer. Si je parle plus au niveau de la nutrition, au niveau de la nutrition, il n'y a pas nécessairement de service où on peut transférer les patients. Et puis, l'autre aspect, c'est que ce sont des jeunes gens, qu'on ne s'attend pas qu'ils aient des problèmes métaboliques tels au niveau des dyslipidémies, au niveau de résistance à l'insuline. Et puis, le médecin de famille ne sera peut-être pas porté, n'étant pas au courant, ne sera pas porté à faire les tests qui sont nécessaires pour identifier s'il y a problème. Et puis, donc, tout ce que Caroline parlait, de bien former, d'instaurer des séances d'information dans les conférences, des congrès, des publications, pour qu'il y ait une première étape d'identifier que ces jeunes personnes-là, même s'ils ne montrent pas de signes, de symptômes, que c'est à vérifier, tout au niveau, comme je vous disais, au niveau des dyslipidémies ou résistance à l'insuline. Et par la suite, au niveau de nutrition, il n'y a pas encore le service offert au niveau spécialiste, de nutritionnistes spécialisés au niveau de survivants, au niveau des cancers. D'accord. Je lance la question à n'importe laquelle de vous trois. Quand vous interpellez un spécialiste ou même un ou une infirmière, comment ils réagissent? Parce que vous êtes un peu en train de les éduquer, puis c'est pas toujours facile de dire à un spécialiste quoi faire, dans le fond. Est-ce que la réception est bonne? Tout à fait. Moi, je pense que, comme le dit Maître Marcille un petit peu plus tôt tout à l'heure, c'est comme ça qu'il faut le dire, ou pas? Marie-Ève. Comme l'a dit Marie-Ève, je pense qu'en fait aussi, nous, on veut pas nécessairement être brandé « j'ai eu la leucémie ». Ouais. C'est pas quelque chose qui... Je suis conscient des tests qu'il faut que je fasse, mais j'ai pas le goût de me faire prendre en pitié par le médecin ou de me faire prendre en pitié par un spécialiste ou une infirmière et lui dire « j'ai eu la leucémie à l'âge de 9 ans, donc je dois absolument faire ça et tu dois me faire ça ». J'ai le papier qui me dit j'ai besoin d'avoir l'échocardio, je veux juste passer un écho. Et donc, on explique un petit peu notre bilan, mais l'objectif, je pense que la réception, elle est très bonne. C'est juste de s'y rendre, d'avoir accès à ce médecin-là. Et oui, il va voir que je suis en pleine forme, puis il va me dire reviens dans 2 ans. Je vais revenir dans 2 ans, puis il va me dire combien de kilomètres tu cours par semaine, puis je vais lui dire 4, 5, puis il va dire c'est bon, tu peux te retourner chez vous. Mais ça prend quand même le test juste pour s'assurer qu'il n'y a pas une dégradation. Et lorsque c'est compris, je pense qu'à partir de là, c'est du gagnant-gagnant. Il n'y a pas juste les médecins, mais il faut aussi nous, en tant que jeunes adultes, comprendre que la maladie qu'on a eue lorsqu'on était enfant a des impacts et on a beau devenir adulte, on ne peut pas faire comme si c'était terminé.
Et juste se dire, ben je l'ai plus, c'est terminé ces derniers mois, je passe à autre chose et je suis quelqu'un de normal. Il faut quand même garder en tête aussi ça. Parce que j'ai souvent tendance à me dire, ah, je suis normal, je suis comme les autres, j'ai pas aucun problème. Donc, il n'y a pas juste le médecin, mais il y a aussi un travail à faire sur nous pour Mais justement, les séquelles, c'est quoi dans la vie de tous les jours? Ça peut... C'est comme vous dites, oui, je suis guéri, mais il y a quand même des enjeux. C'est quoi les séquelles? Mais, comme aujourd'hui, je pense qu'on fait vraiment un grand topo de toutes sortes de séquelles possibles. Bon, les leucémies, je pense qu'ils sont très étudiés actuellement, là, donc je ne ferai pas la nomenclature de tout ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui parce que j'ai écouté juste 3 conférences puis j'ai fait « Ouh, ça va pas bien mon affaire ». Mais bon, des fois, cardiaque, je pense que les types de chimiothérapie pouvaient affecter certains types de chimio affectent cardiaque. Alors, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Des gens comme nous, puis là, je vais faire une parenthèse, vous avez 3 personnes devant vous qui sont éduquées, qui prennent bien soin d'eux, on court, on fait de l'activité physique. Vous avez une clientèle ici extrêmement parfaite, si vous voulez. On prend nos choses en main. Démographiquement, là, tous les marqueurs sont là, ça va. Donc là, vous avez des gens qu'on sait les protocoles, on les a regardés. OK, ça me prend un écho cardiaque. Moi, tout va bien du côté de mon cœur, avec les grossesses, tout va bien, tout est parfait, mais on sait que ça nous pend au-dessus de la tête, puis il faut juste s'assurer, on fume pas, on boit pas trop. Bon, disons que c'est amplifié avec ce type de clientèle-là. Mais moi, je me dis tout le temps, puis c'est pour ça que je suis venue ici, moi, personnellement, j'en ai pas de problème avec ça. Je prends mon petit magnésium tous les jours, c'est à peu près ma seule, c'est sûr, orthopédie, mais à part ça, je devrais me faire opérer aux 10 ans, mais je prends mon magnésium. Mais je me dis, quelqu'un qui est moins privilégié, là, qu'on parle, qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, je cogne aux portes, je vais voir telle personne, ça ne fait pas mon affaire, moi, de ma personnalité. Bien, je vais à l'autre porte, puis je change, puis c'est bien correct. Je vais avoir ce que je veux, pas ce que je veux, mais ultimement, je vais être capable de trouver les ressources. Mais quelqu'un qui n'est pas comme nous, là, pauvre, là, parce que c'est ça que je venais de dire, en fait, c'est de dire, ils ont besoin de vraiment, de mettre sur place quelque chose de bien incrusté pour qu'après le 18 ans et plus, que pour nous, ça va très bien regarder le protocole, mais c'est pas vrai que ça peut pas être la majorité. Ce que vous dites, c'est que ça peut pas reposer uniquement sur le bagou de l'individu. Il faut qu'il y ait quelque chose de systémique qui accroche ceux qui n'ont pas ce bagou-là. Exactement. Quelqu'un veut réagir à ça? Bon, ben, je pense que ce que vient de mentionner Marie-Ève est vraiment important. Puis, c'est dans cette optique-là qu'on a, depuis plusieurs années, l'idée d'une création d'un centre, ce que j'appelle un centre suprarégional de suivi à long terme, mais ce qui est une clinique jeune adulte qu'on veut établir en milieu universitaire au CHUM, du côté de Montréal. Puis McGill aussi a son idée dans le réseau anglophone. Mais donc, on veut établir une clinique qui va être interdisciplinaire, incluant des médecins de famille universitaires, donc qui va permettre aussi l'éducation de d'autres médecins de famille. Donc, des médecins de famille, des oncologues adultes, des oncologues pédiatriques, des radio-oncologues et toute une équipe infirmières pivot, psychologues, nutritionnistes, et j'ai oublié cet après-midi, je vais le dire, donc nutritionnistes, neuropsychologues, etc. Donc, ça fait plusieurs années que j'essaie de travailler sur ce projet-là. Beaucoup d'embûches parce que, la conjoncture économique fait qu'il n'y a pas beaucoup de fonds pour des nouveaux projets dans le milieu de la santé. Mais, on a la chance d'avoir des fondations privées. Donc, on vient d'avoir un engagement avec la Fondation Né pour vivre. Madame Laplante est là. Donc, un engagement de sa fondation de 1,5 million pour qu'on puisse créer dans les prochaines années, en tout cas, du moins mettre sur pied cette structure-là. Mais il va falloir qu'après, ça soit pris en charge par le milieu public. Est-ce que je me trompe ou c'est comme si le système n'avait pas suivi tous les progrès des taux de guérison? Parce que pendant longtemps, ça a été presque une condamnation à mort. Quand on était un enfant à avoir une leucémie, à avoir un cancer, bang, succès immense qui repose en partie sur la collaboration entre les centres d'excellence. Mais le système, c'est pas habitué à avoir des adultes survivants, c'est ça? C'est ça. C'est parce qu'en oncologie adulte, les taux de survie sont encore 50-60 %. Donc, leur priorité reste
reste les traitements, le guérir des gens. Puis le cancer pédiatrique, c'est seulement 1% de tous les cas de cancer. Donc, c'est sûr que ce ne sera jamais la priorité du ministère de la Santé. Mais je pense que c'est important qu'il y ait un lobbying de patients, entre autres. Je pense que c'est que les patients se fassent entendre aussi, puis que les médecins aussi se fassent entendre, c'est sûr, pour que cette cause-là devienne une priorité au sein du ministère. Qui disait, est-ce que c'est Pascal Petit qui disait « Je veux pas être étiqueté comme quelqu'un qui a eu le cancer quand j'étais petit ». C'est vous qui m'avez dit ça, hein? Oui, ouais. Exactement. Question pour Serge Sultan, psychologue. Comment ils se voient, les survivants de cancer? Comment ils dealent avec ça en bon québécois, une fois adultes? C'est très difficile de répondre à cette question, parce que j'imagine que les réponses seraient différentes selon chaque individu ici. Moi, j'ai beaucoup apprécié en fait votre témoignage, un témoignage qui rend compte du fait que à un moment vous avez dit moi, il faut que moi aussi je travaille sur moi-même pour être une personne normale, pour m'insérer dans cette société et accepter de laisser cette histoire de côté ou de l'inscrire d'une autre manière pour pouvoir grandir, quoi, hein, et croître. Mais ça, c'est assez fondamental, je trouve, dans le parcours. Et j'ai l'impression que chez les personnes qui réussissent à évoluer, qui réussissent à évoluer sans grande détresse, on va dire, ben on trouve cette réaction-là. C'est-à-dire que ce que nous a dit Pascal tout à l'heure, c'est très important. Il ne nous a pas dit « moi, je ne veux pas avoir cette histoire ». Il nous a dit « non, j'ai cette histoire, mais je veux vivre différemment ». Bon, c'est vraiment une réinscription, en fait, Okay. Une réappropriation. Restons dans la psyché. Est-ce que, on sait qu'il y a des risques de récidive, est-ce que vous avez peur d'une récidive? Question à la ronde. Moi, personnellement, les premières années, c'est quelque chose qui me faisait vraiment freaker, si on peut dire. Là, c'était toujours, chaque fois que j'avais une douleur ou quelque chose qui n'était pas habituel, je pensais que ça recommençait. Là. C'était un cancer qui est ailleurs, puis où ça allait recommencer. Moi, c'était au niveau de la jambe, là, donc dans ma jambe. Puis le processus allait recommencer. Ouais. Mais je pense qu'avec les années, en tout cas, si je parle pour moi, c'est quelque chose qui peut s'atténuer un peu. Là. Tu vois, ça va bien, puis ça s'améliore, puis... je pense que c'est important aussi de ne pas avoir peur par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui va toujours te limiter si tu as une peur par rapport à ça, puis qui va te donner comme beaucoup de stress qui est inutile. On sait qu'on est plus à risque que quelqu'un qui n'a pas eu un cancer d'en avoir un autre, mais je crois que c'est important de passer outre ça, puis de surmonter la crainte par rapport à ça, là, même si on a vécu des trucs difficiles par rapport à ce côté-là. Pascal Petit? Pas du tout, en fait. Non? Non, je pense pas. Ça vous habite pas? La journée que je l'aurai, si jamais ça vient qu'à revenir ou si jamais je fais une récidive, ben, je prendrai la nouvelle à ce moment-là. Mais je veux pas du tout y penser pour l'instant. C'est pas quelque chose de... Je l'ai réussi, c'est fini depuis que j'ai 11 ans. Donc, OK. Maria, vous avez comme un peu réagi quand j'ai évoqué ça. Moi, je vous dirais, j'étais avec le Pascal ici au début. Puis moi, ce qui a changé ma perspective, c'est que j'ai des enfants. Donc, un 8 ans, un 5 ans. Et là, ça m'a quand même au début bouleversée de dire, moi, là... j'étais pas une très bonne patiente pour faire mes suivis pendant des années. Non, moi, je suis pas très bonne. Non. Et on dirait que les enfants m'ont dit, OK, avec les enfants, j'ai dit, OK, là, je pense que là, c'est le temps d'y aller aux 2 ans, puis tout ça. Mais pendant des années, j'ai pas été très bonne. Maintenant, je suis un petit peu meilleure. Expliquez-moi qui connaît rien de ça. Vous n'avez pas été très bonne, mais il faut faire les suivis. C'est quoi, c'est un moment donné, ça devient routinier, puis on se dit, je suis au-dessus de ça? Les suivis, il faut les faire, mais comme je vous dis, moi, je suis de la vieille affaire, là. Fait que nous autres, en 86, là, on était très peu qui restaient. Et même, bon, moi, j'étais ici à l'université et tout ça. Je venais, mais de façon très
presque social. Je venais voir Dr. Rivard, puis je l'aime assez. Bonjour, vous allez bien? Très bien faire une prise de sang. Ah oui, il faudrait bien, vraiment. Mais j'étais... une croisée dans le corridor. Ben, j'ai été bénévole longtemps à Sainte-Justine, ici. Puis, il faudrait faire ton rayon X poumon, ce que je ne fais plus aujourd'hui, mais pendant les premières années, il fallait faire ça. Oui, il faudrait. Alors, j'étais pas très bonne et tout ça, mais comme je vous dis, je pense que j'ai pas eu peur pendant des années. Depuis que j'ai eu des enfants, ça nous ramène un petit peu de dire, c'est pas tant le risque moi, c'est pas tant le deuxième cancer que, bon, OK, il faut vraiment que je continue à courir, il faut se mettre ce qu'on nous conseille, il faut le mettre en application parce que là, quand on regarde vraiment les risques, c'est substantiel, alors il faut se prendre en main. Et moi, personnellement, avec les enfants, ça m'a aidé à dire, il faut que je me prenne en main, il faut vraiment que je suive, il faut que j'aille aux 2 ans pour ma cardio, il faut que je fasse ça. OK. Avant de passer à la période de questions, parce qu'on s'en approche, je vais conclure avec Caroline Laverdière. Parler de risques. C'est quoi les risques? Est-ce qu'il y a des statistiques sur les risques de récidive? En fait, les risques de récidive, je dirais habituellement, ça dépend en fait du type de cancer. Il y a certains cancers où, par exemple, si on prend une tumeur de WIM, c'est extrêmement rare que ça va récidiver après 5 ans. Par contre, si on prend des sarcomes, ça peut aller, habituellement, passer les 10 premières années, c'est rarissime aussi. Les leucémies, c'est la même chose. Donc, règle générale, après 10 ans, on pense, les rechutes sont rares. Par contre, ce qu'on a montré cet après-midi, puis ce qui fait peur un peu quand on voit les statistiques, c'est le risque de 2e cancer. Et ça, on le voit quand même que c'est à peu près 8 fois plus que la population générale. 8 fois? Oui, c'est ça. Donc, d'où l'importance d'avoir des bonnes habitudes de vie. Et est-ce que c'est causé par les traitements ou oui, par les traitements qui causent? Les traitements où, chez certaines personnes, il y a des gènes qui prédisposent à plusieurs cancers, mais dans la majorité des cas, c'est les traitements, donc surtout la radiothérapie, entre autres. OK. On arrive à la fin de cette demi-heure. Moi, je suis un grand croyant dans la dynamique des questions-réponses dans des assemblées semblables. Donc, on a 3 survivants, 3 experts. Donc, si je peux, je vous dirais, il n'y a aucune question stupide, fait que c'est le temps de les poser, peut-être. Oui, bonsoir. Charles Desjardins, je suis papa d'Héloïse Desjardins qui a 5 ans actuellement, qui est à sa première année de traitement d'une LAL. Je suis très curieux de savoir un peu l'impact que ça va avoir sur le long terme, et ma question est toute simple. Où est-ce qu'on peut trouver des ressources, j'imagine, en ligne pour documenter notre recherche, mieux comprendre, puis avoir une petite idée de ce qui va suivre à l'âge adulte et même les premières années suivant la fin de la maladie? En fait, je vais commencer par la fin. Pour les ressources en ligne, il y a quand même beaucoup de sites qui sont bien faits du Children's Oncology Group. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de rencontrer Patrick Cossette. Patrick, peux-tu justement... c'est notre bibliothécaire de Leucan. Mais il y a des sites web vraiment, entre autres Children's Oncology Group. Je pense à des sites européens qui sont bien faits où vous allez pouvoir vous informer. Mais pour les leucémies, en fait, cet après-midi, ce qu'on a vu, puis je pense en général, ce qui est important de comprendre, c'est que les données qu'on a actuellement là, de mortalité augmentée puis de 2e cancer, ce sont des données chez les patients traités dans les années 70-80. Quand on s'est rendu compte que les patients avaient plus de risques de séquelles, déjà tout de suite dans les années 90, fin 90-2000, on a commencé à changer les traitements et à diminuer. Ce qui fait que pour, par exemple, les leucémies à risque standard actuellement, ils reçoivent plus de radiothérapie, puis l'évolution, les médicaments ont aussi changé. Donc, il y a quand même moins de risques qu'un patient qui a été traité dans les années 80-90. Donc, c'est sûr que c'est le futur qui va nous dire quelle va être l'évolution de ces patients-là. Mais ce qu'on sait, à cause de notre projet de recherche, c'est que les patients sont plus à risque, entre autres, d'obésité, diabète, hypertension. Donc, pour les leucémies, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie puis de faire de l'exercice, même pendant le traitement. Donc, surtout là, si votre fille est plus avancée dans sa première année, là, de continuer à bien manger, bouger. En fait, ce qu'on pense, c'est que les interventions précoces vont permettre de développer certaines séquelles.
OK. Puis au niveau apprentissage, l'école, tout ça, ben c'est sûr qu'il y a les neuropsychologues de l'équipe qui peuvent évaluer puis voir s'il y a des besoins particuliers. Mais le devenir devrait être pas mal plus ensoleillé que les données qu'on a actuellement. Là. Ça répond à votre question? Docteur Rivard. Alors, merci à vous toutes pour votre extraordinaire témoignage, vos extraordinaires témoignages. Et merci à Caroline pour l'organisation de cet événement-là. Une question pour moi, c'est vous qui nous quittez à 18 ans, peut-être que vous avez eu votre cancer à 17 ans, et là, vous avez été informé. Mais parfois, j'ai eu des messages, moi, de patients qui me disent, moi, quand j'ai eu la leucémie, j'avais 5 ans. Et vous avez tout expliqué à mes parents, ce qu'il fallait attendre de complications. Puis, c'est comme si vous pensez que parce que mes parents sont au courant, moi, je vais l'être. C'est comme si parce que mes parents savent conduire l'auto, moi, du coup, là, je peux conduire quand j'ai 18 ans. Alors, pas tout à fait ça, hein. Alors, ma question, est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment, quand vous nous quittez, ce qu'on est convenu d'appeler empowerment? On a mentionné quelque chose qui ressemblait à ça tantôt. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait place pour une sorte de rencontre structurée pour un tout petit peu faire le point? Peut-être que Caroline le fait maintenant, là, mais tu sais, j'avais 5 ans, moi, quand j'ai eu la leucémie, puis à 18 ans, je ne sais absolument pas ce que vous avez dit à mes parents. Est-ce que ça serait possible de me le dire à moi? Bien, je pense que ce serait une excellente idée, là, en partant. Là. Effectivement, Caroline le fait, en tout cas, quand elle a rapatrié un peu là, ces patients-là. Mais oui, parce que c'est trop aléatoire. Comme je disais tantôt, là, nous, vous avez tel type de patients, mais c'est tel type de famille aussi. Puis dans beaucoup de familles, ce qui était un peu, là, sincèrement, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais un peu notre cas, de dire, ben c'est fini, on regarde plus ça, là, et tout ça. Ben c'est pas tous les parents qui vont être des excellents communicateurs de les risques, puis peut-être qu'eux-mêmes ne comprenaient pas trop non plus. Fait que, tu sais, on peut pas ils sont pas qualifiés nécessairement pour transmettre ça à leur enfant. Donc, ce serait en tout cas un magnifique point de départ, au moins informer le patient, parce qu'il devient, à 18 ans, hein, on devient autonome de notre santé, puis autonome de prendre nous-mêmes nos rendez-vous et tout ça. Il faut le faire. Donc, effectivement, c'est un excellent point de départ, en tout cas. Ben moi, j'aimerais peut-être ajouter une chose. En fait, comme le dit Marie-Ève tantôt, vous avez devant vous 3 personnes qui ont eu la chance de réussir et d'atteindre des niveaux. Et c'est pas la même chose partout. J'ai assisté à une rencontre, une table ronde avec Né pour vivre, où lorsque je suis sortie de cette rencontre-là, j'étais troublée à quel point il y a un besoin de connaissances. Donc, ça m'apporte un peu à votre question à dire, on sort d'ici. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un contexte socio-économique très facilitant ma guérison. L'âge à laquelle je l'ai eu à 9 ans, j'ai pas raté d'école en soi. Donc, j'ai pas eu à rater du secondaire ou à manquer des étapes de mon cheminement scolaire que d'autres ont malheureusement pas eu. Je crois qu'il y a vraiment un contexte dans la maladie qui fait en sorte qu'on est tous vraiment différents. Mais devant vous ce soir, honnêtement, on est 3 et la dernière fois, je crois qu'on était 25 peut-être. C'est pas la situation de tous et chacun. Là. J'ai rencontré des gens détruits par la maladie qui sont pas au même niveau, qui sont pas au même stade, qui, eux, ont un grand besoin, tant que ce soit un support médical, que ce soit un support pour évoluer ou pour permettre de grandir en tant qu'adulte. Le besoin est criant. Puis je crois qu'on n'est pas nécessairement l'exemple de besoins criants en termes de... Oui, question aux experts. Sur une échelle de... pas de 1 à 10, mais à quel point ils sont représentatifs du patient type enfant qui a survécu? C'est un peu difficile de répondre un pourcentage, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas tous et chacun qui sont outillés. Les gens qu'on peut rencontrer dans le projet. Moi, je participe au projet de recherche au niveau de la leucémie lymphoblastique. Et puis, les personnes que j'ai rencontrées, ils sont définitivement pas tous outillés personnellement et leur entourage non plus. Ils ne sont pas nécessairement entourés de gens qui sont outillés eux-mêmes pour supporter la personne.
Donc, à mon avis, non, ils ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble du groupe. Est-ce que cette absence de représentativité, est-ce que c'est dû au traitement ou au fait que, bon, on a ici des élèves exceptionnels qui ont pu faire des études supérieures? C'est sûr qu'étant leur médecin, il faut que je fasse attention quand je vis dans une lignée. Mais là, ils sont... je veux dire, là, ils ont l'air, ils sont parfaits, là. Mais ils ont quand même eu des années plus difficiles dont ils veulent peut-être pas parler. Mais non, mais... Moi, je m'en souviens. Mais c'est pour ça, je pense que c'est vrai qu'il y a un biais de sélection, mais je pense que ce que je souhaitais aussi par leur témoignage, c'est montrer leur forte résilience, puis parce qu'ils ont tous, les trois eu, je les connais vraiment personnellement, là, à passer à travers des épreuves quand même difficiles, là, par moment. Donc, je pense que... Mais vous avez fait preuve d'une grande résilience, puis de beaucoup de courage, puis vous avez frappé à des portes, puis c'est plus ce message-là que je voulais laisser, parce que médicalement, vous avez eu des complications quand même significatives, les trois, je pense. C'est ça. Et j'en dirai pas plus. Ce que je voulais dire un peu tantôt, c'est ça, c'est de dire que, étant donné ce que moi, je peux parler pour moi, ce que je suis, c'est quand il arrive un pépin, ben, je suis capable que même si ça ne fonctionne pas du premier coup, je vais faire aller mon téléphone, des fois, je rentre dans un bureau, écoutez, bonjour, je me présente. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'avait frappée et c'était vraiment pour ça que j'ai dit à Caroline, je vais y aller. C'est de dire que si moi, là, comme je suis, j'ai été obligée de faire tout ça, puis que même des fois, j'étais découragée. Je me dis, quelqu'un de moindrement moins fonceur ou moins outillé que moi, oubliez ça, là, on le perdait. Alors, c'est vraiment ça que je me dis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne un petit peu, même si c'est plus un enfant, le prendre un petit peu par la main, puis débroussailler un petit peu devant lui, bien là, vous allez aller dans telle sphère, aller voir telle chose. Il faut se faire prendre un petit peu par la main. Parce que, comme on dit, nous, on le fait un peu par nous-mêmes, mais c'est impensable pour... je dis pas, je peux pas savoir les chiffres, mais moi aussi, j'ai déjà été dans des trucs de survivants. Là. Je me suis levée debout, puis j'étais gênée parce que j'étais minoritaire là, d'être ce que j'étais, des études universitaires. Il n'y en avait pas. Des gens extrêmement démunis qui te regardent, qui te pleurent quasiment dessus. J'ai dit, mais comment qu'ils font, eux? Si moi, il faut que je cogne à tant de portes, bien, on les perd. Puis c'est le système de santé qui ramasse après par une petite porte en arrière, un peu tout croche. Donc, ça prend un pilier. Si on en sauve maintenant, je ne sais plus c'est quoi vos taux de succès, là, mais au-dessus de 80 %, mais on ne peut pas, après ça, les laisser dans cette jungle-là, puis pas avoir quelque chose. C'est pas juste un petit cartable qu'il faut. Il faut les prendre un petit peu par la main. Là. Est-ce qu'on peut le perdre, le cartable? Oui. Ouais. Caroline, vous parliez, comment vous appeliez ça tantôt, un centre intégré de... Oui, centre suprarégional, clinique jeune adulte. L'agence va aimer ça, suprarégional. Ma question, c'est, est-ce qu'on parle d'établir une structure comme ça de suivi, disons, et de soutien aux survivants là, qui s'adapterait au taux de guérison moderne? Est-ce qu'on parle de 10 millions ou on parle de 400 millions? C'est quoi les sommes, à peu près, l'enjeu? Bien, en fait, l'enjeu... on parle au Québec d'à peu près 4000 jeunes adultes qui ont été guéris d'un cancer là, actuellement. Donc, ça, c'est pour... Donc, si je prends Montréal, si on se dit que c'est pour Montréal, à peu près la moitié. Donc, en fait, c'est pas tant d'investissement que ça. Je veux dire, c'est les médecins, déjà des médecins qui sont occupés à faire autre chose. Donc, on va juste répartir notre temps différemment. Mais c'est besoin d'avoir une infirmière, une coordonnatrice, puis une équipe psychosociale, une nutritionniste. Donc, c'est pas des millions de dollars. Là. Si on veut parler d'avoir une infrastructure de recherche, ça, c'est plus cher. On le souhaite, mais ça, on peut aller chercher les fonds, soit publics ou privés, pour la recherche. Mais pour les soins cliniques, c'est pas si dispendieux. Là. On parle pas de... Je pense qu'avec 1 million, 1,5 million, on va pouvoir commencer la clinique, mais ce qu'il faut, c'est que le gouvernement s'engage après à payer pour ces postes-là. Donc, c'est pas énorme. OK. Prochaine question de la salle? Oui, madame. C'est plus un commentaire qu'une question pour enchaîner ce que Pascal disait. C'était
C'est ça, notre grand chef, un peu ce que Marielle et Pascal disaient, c'est qu'on met beaucoup d'enfants sur l'âge, 18 ans, mais on ne peut pas comparer des 18 ans d'eux que les 18 ans des jeunes qui n'ont pas eu l'ensemble des traitements qu'ils ont eus. Ce n'est pas parce qu'ils ont 18 ans qu'ils sont tout à coup capables de gérer leurs choses. Donc, il faut penser à les préparer bien avant, là, 17 ans et demi, qui sont capables de tout d'un coup de prendre en charge leurs choses. Ils ont un vécu complètement différent. Et l'âge n'est pas le seul déterminant pour leur dire « vous êtes autonome parce que tu as 18 ans ». Ce n'est pas suffisant. Et il y en a qui sont capables, mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas à cause de leur vécu. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule chose. On a 18 ans, parfait, tu es rendu un adulte, occupe-toi de tes choses. On est loin de là. OK. Commentaire là-dessus ou non? Prochaine question? Oui, donc moi, j'aurais bien aimé être en avant. Et discuter avec vous. Mais en fait, moi, j'étais une survivante d'un cancer cérébral. Donc, j'ai eu un méduloblastome et on sait les cancers cérébraux ont beaucoup de séquelles au niveau neurologique. Donc, par exemple, par rapport à justement aux patients modèles qu'on a devant nous, qui d'ailleurs, j'en fais partie aussi, et qui fait justement toutes ces démarches, etc. Et moi, je peux voir que avec les séquelles neurologiques, souvent, on peut avoir moins d'inhibition, de planification, de l'organisation. Donc, tout ça, puis de perte de mémoire, etc. Donc, j'en ai vu des personnes qui avaient eu une tumeur cérébrale et qui étaient perdues, que le système de santé les avait un peu perdus, si on peut dire. Parce qu'ils ont justement, ils ont juste besoin d'un petit coup de main pour pouvoir s'orienter un peu. Et donc, c'est pas une grosse affaire, mais c'est juste de les orienter, juste de donner un petit coup de main parce que, en fait, j'ai réalisé, dans le fond, qu'avec les séquelles, moi, je fais des choses comme si j'étais un enfant, là. Donc, ils ont plus que 18 ans, mais ce sont en fait des enfants. Donc, oui, le suivi à long terme, mais aussi, qu'est-ce que je voulais soulever, l'important, parce que, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire tout de suite des cliniques et tout avoir le suivi exactement, mais je pense que qu'est-ce qui est vraiment important et facile à faire, je pense, pour l'instant, c'est d'orienter, d'éduquer, dans le fond, quand on finit les traitements ou quoi que ce soit, de vraiment orienter les parents et l'enfant s'il est assez âgé pour le comprendre, mais éventuellement aussi quand il va être rendu plus à l'âge adulte, ben de le briefer avant de le laisser partir, si on peut dire. Là. Un peu comme ce que le docteur Rivard disait, d'avoir une sorte de processus, de structure là, pour préparer l'après. Puis oui, mais aussi, je veux dire, aussi au niveau, même juste à fin de traitement, ou même pendant, mais pendant, ça peut être assez rough aussi quand même, les traitements. Mais après, c'est surtout aussi de les orienter comme... Parce qu'on sait que justement, avec un bon mode de vie, on peut diminuer nos chances d'avoir des séquelles ou d'avoir un autre cancer. Et même moi, neurologiquement parlant, après les plusieurs années, il observe souvent des baisses de capacité neurologique. Et moi, après, j'ai eu une évaluation neuropsychologique 1 an après la fin de mes traitements, puis 4 ans après, et mes facultés avaient augmenté. Donc, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est parce que moi, j'ai voulu faire ça. Mes parents m'ont permis de faire ça. Moi, je me suis impliquée beaucoup dans la musique. J'ai fait beaucoup de musique. Puis je sais que ça aide beaucoup pour le cerveau. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais en tout cas, ça a donné ça. Excellent, même.
Et donc, je pense que de les orienter vers des ressources qu'on peut faire pour rester actifs et diminuer les impacts pour la société, si on peut dire. OK, intéressant. Merci. Une autre question? Madame? Bien, moi, je vais parler avec plusieurs chapeaux. Je suis psychologue. Je suis aussi une mère d'un enfant qui est en rémission actuellement. Puis, je suis aussi quelqu'un qui est très à risque au niveau du cancer du sein, qui a un long historique familial. Puis, je voulais juste remettre en perspective, on parle beaucoup de la transition vers l'âge adulte, du suivi, la prise en main, puis du système qui doit être en place. Puis, d'un point de vue de personne qui est à risque pour un cancer adulte, je me dis, ben moi, dans mon suivi pour le cancer du sein, on m'appelle, on me donne des rendez-vous, c'est eux qui me rejoignent. Puis je me dis, ben dans toute cette période de jeune adulte où j'étais à risque, puis ce système n'était pas en place, puis je savais que je devais avoir un suivi, j'avais pas eu de cancer infantile. Mais malgré ça, tu sais, c'est une zone, c'est une période de vie où le futur est loin, la prise de conscience, les habitudes de vie, tout ça nous paraît illusoire. Tu sais, quand vous dites, j'ai eu des enfants, je me suis pris en main, bien, il y a quelque chose de très normal. Que ça, là. Non, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a quelque chose de très normal. Et même du côté adulte, pour d'autres types de cancers, on le fait, on prend tous ces adultes-là par la main. Et je me dis qu'il n'y ait pas ce parallèle-là pour des enfants qui même ont vécu ça tellement petits qu'ils ne s'en souviennent pas, puis que les parents détiennent les informations, puis ne savent peut-être même pas comment en parler des fois, ou ne sont même pas au courant. Là. En tant que parent, je me disais, mon Dieu, je parlais à d'autres parents que leurs enfants étaient en traitement. Ils ne savaient même pas de quel type de cancer, des fois, leurs enfants étaient atteints. Je me dis, il faut qu'il y ait cette structure-là où on rejoint les enfants qui ont été atteints, qu'on les appelle pour leur dire c'est le temps de ton rendez-vous. Donc, tu sais, d'aller cogner aux portes quand on a toutes ces facultés neurocognitives, on est mature, on est capable de se prendre, on est scolarisé, on sait qu'on doit le faire. Déjà, ça n'a comme pas de bon sens, mais je me dis, on perd, c'est sûr, une grande partie là, de nos jeunes qui ne feront pas ces suivis-là d'eux-mêmes. Là. Nous, comme adultes, on ne les fait déjà pas. Là. Ils nous appellent là, pour qu'on les prenne un rendez-vous. Fait que je me dis, il faut qu'il y ait cette structure-là. Caroline, il y a peut-être même quelque chose de contre-productif. On les sauve, mais après ça, on les perd si on ne les suit pas. Oui, c'est un bon point, oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commenter, mais oui, il y a une partie qui est... Puis je pense que c'est une responsabilité qu'on a comme médecin, comme, en fait, professionnel de la santé en général, d'agir sur cette problématique, cette belle problématique-là, dans le fond. C'est sur les taux de succès ont augmenté. On s'en va vers 90% de guérison dans 10-15 ans. Donc, c'est ça, c'est un beau problème. J'aimerais commenter pour continuer. Oui. En mai dernier, je suis allée à l'IRDPQ, qui est un institut de réadaptation physique, où j'ai présenté sur les cancers pédiatriques. Et ce pourquoi on m'avait invité là, c'est que lors d'un colloque sur le cancer, les gens en réadaptation, je suis physiothérapeute, les gens en réadaptation étaient tout à fait dans le même sens. C'est-à-dire que pour les cancers pédiatriques, c'est vrai, on n'a aucune ouverture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le bon diagnostic. Les enfants qui ont besoin de réadaptation n'ont pas droit à la réadaptation. Ils ne font pas partie des diagnostics de la petite case qui pourraient leur permettre d'avoir cette réadaptation-là. Donc, quand on parle de problèmes cognitifs et tout ça, des fois, on y arrive, mais il faut travailler fort. Et c'est la même chose chez l'adulte. Alors, même si l'adulte aussi qui a un cancer a des séquelles, il a beaucoup de difficultés à avoir de la réadaptation. Alors, oui, on les sauve. À quel prix? Et qu'est-ce qu'on fait avec après? Je crois que après, j'aurais une petite intervention, si vous me le permettez. Tout à l'heure, Caroline ne voulait pas parler de nos dossiers médicaux et je la comprends. Sauf que de mon côté, aujourd'hui, je présente quelqu'un d'assez stable, d'assez bien dans sa peau, mais il y a 5 ans, je ne serais pas comptable aujourd'hui si Caroline ne m'avait pas permis d'obtenir 33% de temps supplémentaire dans mes examens. J'ai eu des besoins de rencontrer des psychologues à des moments où j'étais complètement détruit, mais je ne l'aurais jamais dit à un autre médecin qu'à Caroline, qui m'a référé à des personnes compétentes, qui m'ont aidé à mon cheminement, qui m'ont aidé à vivre avec l'aspect que j'étais chouchouté. Et un jour, je suis rendu dans une jungle, en plein Montréal, où je dois m'en sortir et que je suis plus le petit prince, je suis rendu une personne normale, j'ai besoin d'aide psychologique pour m'en sortir. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est beau, puis je me rachète un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure en disant, on est 3, il y a eu des moments beaucoup plus difficiles où j'ai dû travailler très, très fort pour atteindre un niveau. Mais sans ces supports-là, on ne sait pas que les outils existent. J'aurais jamais été frappé à la porte du directeur de HEC disant, j'ai besoin de 33% de délai supplémentaire parce que j'ai eu de la radiothérapie qui ont
atteignent mes niveaux cognitifs puis qui me ralentissent un petit peu. Mais c'est des outils comme ça qu'il faut permettre de transmettre à la prochaine génération, à ceux qui survivent, qui n'existaient pas, je pense, auparavant. Oui, puis je pense, juste, si tu me permets une parenthèse, pour la psychologie aussi, ça a été possible grâce à un fonds spécial de l'EUCAN, en fait, qui est pour les séquelles des traitements. Donc, je sais que, pour avoir parlé à l'EUCAN, que c'est un programme qui est remis en question au niveau financier, mais ça serait dommage que ça disparaisse parce que ça a aidé beaucoup, beaucoup de patients pour des séquelles physiques ou en fait des problèmes psychologiques. Ça a permis à des patients d'aller voir un psychologue. Quand on parle que c'est 80-90 $ la séance, bien, quand on a 19-20 ans, on n'a pas les moyens de se payer un psychologue. Puis si on réfère au CLSC, ça prend 3 ans. Fait que, je veux dire, on a le temps de mal filer, là. Puis aller à l'urgence psychiatrique, ça tente à personne, il ne faut pas se le cacher. Donc, je dirais, Pascal, je pense qu'il a bénéficié du programme d'aide de l'EUCAN. Donc, peut-être comme parent, quelque chose que vous pouvez faire, parce que je vois beaucoup de parents, c'est de vous impliquer dans l'EUCAN puis de dire que c'est important que ce programme-là soit maintenu, soit gardé, parce que ça a aidé beaucoup de patients, que ce soit pour des cicatrices au niveau cutané, voire de dermatologues, que ce soit des soins dentaires pas couverts par la régie d'assurance maladie, que ce soit des perruques ou des additions, des volumataires pour les cheveux quand il y a une alopécie, que ce soit des évaluations en neuropsychologie en privé, en adulte, qui coûtent 1 500 2 000 la séance. C'est toutes des choses que ce programme-là a supporté. Donc, si ça disparaît, je pense que ça va être dommage aussi pour les jeunes adultes. Merci d'avoir ajouté. C'est parce qu'on n'en parle même pas à nos parents. C'est pas des choses que j'ai pas demandé à mes parents. J'ai besoin de voir un psychologue. Pour moi, c'était j'en ai parlé à une personne de confiance qui m'a référé sans même que personne soit au courant. Une autre question? C'est plutôt un commentaire. À vrai dire, je pense que la période de transition pour toutes les maladies pédiatriques plus rares, c'est très difficile. Quand on regarde les patients qui ont des maladies chroniques, souvent, c'est vers l'âge de 20-25 ans qu'il va avoir le plus de complications parce qu'ils tombent un peu dans un no man's land. Puis je pense que c'est un peu une vision à court terme de les perdre à ce moment-là, parce qu'on va les récupérer plus tard, mais souvent avec des complications beaucoup plus graves qu'on aurait pu prévenir à moindre coût. Donc, je pense qu'il faut voir une vision un peu différente, et ça, c'est vrai pour les survivants du cancer, mais plein d'autres maladies pédiatriques chroniques qui sont souvent moins connues en adultes, puis on arrive un peu devant des portes closes. Les gens sont vraiment mal à l'aise, puis ils ne savent pas quoi faire avec nos patients. Merci. Madame? Mais c'était un commentaire aussi. Ce que je voulais dire, c'est j'ai l'impression que, en plus de vouloir avoir un système en place pour prendre en main les gens, on pense aussi en termes de pont. Quand on a moins de 18 ans, on est d'un côté de la falaise. Il faut nous permettre d'aller de l'autre côté. Donc, il faut permettre de l'aide pour construire le pont. Et si on ne peut pas traverser ce pont-là, nous donner un autre chemin pour se rendre de l'autre côté, justement pour ne pas être perdu, pour ne pas tomber dans ce creux-là. Merci. Monsieur. Peut-être juste avoir une question qui va s'adresser peut-être à différentes personnes. Il me semble que dans les maladies chroniques, un des aspects qui est extrêmement important, c'est le partage des informations. Et je me demande dans quelle mesure, en fin de compte, les difficultés que vous n'avez pas en tant que patient, quand vous arrivez devant un autre spécialiste, c'est qu'il y a quelque part une perte d'information. Je suis quand même relativement stupéfait de voir à quel niveau on est au niveau du partage de nos dossiers, des informations, et s'il n'y a là pas un vrai travail à effectuer pour aider et favoriser un meilleur partage de cela. Alors, la première question, elle s'adresse à Caroline. Est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité unique dans un programme comme les survivants du cancer, de développer des outils de communication interhospitalière pour favoriser ce transfert d'informations, de telle sorte que le patient ne se retrouve pas devant d'autres spécialistes à répéter toute son histoire. Ma question pour vous, les patients, c'est comment est-ce que vous verriez ça? J'ai aucune idée quand est-ce que ça arrivera, là. Est-ce que ça arrivera avant la fin du siècle? Est-ce que ça arrivera même après qu'en fait on puisse arrêter de parler de séquelles à long terme? Je ne sais pas. Mais comment est-ce que vous verriez ça? Si effectivement on arrive à avoir un outil de ce type-là, est-ce que vous voyez ça comme un atout ou quelque part quelque chose qui peut être aussi un peu négatif? Parce que ça va être aussi un rappel de la maladie quand vous allez vous retrouver devant les spécialistes.
Caroline? Bien, pour les moyens de communication, actuellement, c'est le bon vieux résumé de dossier, les papiers, tout ça. Puis le patient en a toujours une copie aussi. Donc, je pense que vous la gardez. Je leur dis toujours, gardez ça, c'est important. Donc, présente ça à leurs patients. J'ai une étudiante très dynamique et pas mal plus, c'est là qu'on réalise qu'on vieillit, plus jeune que moi, qui m'a dit, on devrait développer une application. Donc, elle a comme idée, comme projet, elle va me soumettre ça d'ici cet été probablement, là, de créer une application qui pourrait être disponible, où on rentrerait l'information du patient, puis que les médecins de famille pourraient avoir. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va regarder, là, c'est de voir la faisabilité, parce qu'il y a des questions de confidentialité, c'est sûr. Mais je pense que ça va prendre des outils comme ça. Là. On est rendu à cette ère-là de technologie. Parce que si on attend après le dossier informatisé québécois, comme tu sais, on en a pour 15 2040. 20 ans. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que les... Oui, je pourrais répondre à ça. Personnellement, moi, je trouverais ça vraiment positif d'avoir ça. Vous disiez un peu, peut-être que ça va, un côté négatif, vous remettre dans le bain un peu, puis dans les trucs que vous avez vécu, mais je pense qu'au final, ce qu'on veut, nous, c'est que là, ça va bien, puis que ça continue d'aller bien, puis que dans le futur, ça continue aussi de bien fonctionner. Donc, je pense que c'est quelque chose que tu n'as pas le choix vraiment. Là. Donc, pour l'instant, tu le répètes aux médecins, tu le répètes aux spécialistes, mais si on aurait tous accès à quelque chose qui serait standardisé, c'est sûr que nous, ça serait un avantage, selon moi. Okay. Oui, Bonsoir. bonjour. Je voudrais faire une petite intervention pour vous dire merci de vos témoignages. Moi, je suis mère d'une enfant qui vient de terminer ses traitements de leucémie pour comme vous, une leucémie aiguë. Et puis, je suis surprise de ce panel-là. Je suis bien contente d'être là pour vous écouter. Ça me permet, de mieux comprendre ma fille qui souhaite vraiment mettre tout ça derrière elle et ne plus y penser. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Puis à la haute extrémité, il y a moi qui est hyper vigilante. Je suis épidémiologiste de formation. Alors, j'ai œuvré dans le domaine du réseau de la santé et de la recherche. Je m'accroche à tout ce que je peux avoir comme information. Et je réalise qu'il y a un gap important là, dont on parle, c'est au niveau de la responsabilité du transfert d'informations entre l'enfant et le parent. Quand il est tout jeune, dépendamment du type de parent qu'il va avoir, je sais que je vais être hyper vigilante. La nutrition, je suis rentrée dans ça. La semaine dernière, j'étais à la conférence de Richard Béliveau, qui est un grand spécialiste en prévention du cancer. Mais je me dis, on n'est pas tous pareils comme parents. Et puis, dépendamment de l'exemple qu'on leur donnera, ils risquent d'avoir peut-être une prise en charge, je ne dirais pas une évolution, mais une prise en charge qui va être différente. Alors, pour compenser ou pour tenter d'équilibrer tout ça, je pense qu'il y a un transfert de responsabilité important qui doit se faire chez le patient. À quel moment, je ne sais pas. Et puis, quand vous parliez tout à l'heure de dossiers patients informatisés, je pense que ça va au-delà de ça. On parle beaucoup de prise en charge du patient dans les maladies chroniques. Je pense que c'est exactement ça. Au-delà de l'information que le dossier va transmettre, le patient, avant toute chose, il y a une prise en charge qui doit être faite à l'âge adulte. Et c'est là que prend toute sa raison d'être, le transfert de responsabilité. Merci. OK. Intéressant. Juste une petite remarque, peut-être, sur cette intervention. Le transfert de responsabilité, aller du soin par quelqu'un d'autre à l'auto-soin, c'est ce qu'on voudrait promouvoir. Ça demande des interventions extrêmement complexes, en fait, avec les parents notamment. Des interventions qui s'adressent au comportement de parenting, on a parlé pas mal cet après-midi de surprotection aussi, puis d'attitudes et de comportements parentaux au long terme. C'est toute une affaire. Et c'est quelque chose, là aussi, où il faut donner des moyens à ça. Ce que je dis ici, c'est que vous, en tant que parent, vous avez vous l'avez identifié comme quelque chose de très important, mais ce n'est pas tous les parents qui l'ont identifié. Donc il faut aider les parents à identifier et aider les parents à s'outiller pour aborder cette question. Madame Laplante. Oui, on m'entend bien, oui. Moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais intervenir. La première, c'est quelle vie après le cancer pédiatrique dans la tête des gens, dans la tête de la population en général. Tu n'es plus en traitement, tu es guéri, c'est réglé, on passe à d'autres choses. La pitié des gens, tu ne l'as plus. Qu'est-ce qui est plus facile que mettre un enfant avec un poteau, pas de cheveux, on va tout lui donner. Il y a des cheveux qui recommencent à pousser. La réalité, c'est, reprends ton retard à l'école, continue. Pour les parents, c'est arrêter de vous plaindre.
tout est fini, on passe à d'autres choses. Donc, il y a toute cette... Tantôt, quand on disait on les guérit, mais à quel prix, c'est quoi le mot guérison? C'est dire qu'on a passé 10 ans. Moi, dans ma tête à moi, quand tu as eu un cancer pédiatrique, malheureusement, tu es hypothéqué pour le reste de ta vie. Et la deuxième perception qu'on a, moi, je suis devenue une quêteuse professionnelle. C'est ma profession après mon titre professionnel, c'est quêteuse professionnelle. Et quand je dis aux gens j'ai besoin d'argent, je leur donne un exemple. Quand tu as 18 ans moins un jour, tu es au Holiday Inn à Montréal. Quand tu as 18 ans plus un jour, tu es dans un hôtel miteux du boulevard Taschereau à Brossard. Ça résume un peu la situation. C'est pas compliqué. Grosso modo, c'est ça. Tout est à faire, tout est à construire et tout est à bâtir. Mais moi, j'y crois profondément que c'est en prenant parole, que c'est en prenant position, que c'est en véhiculant notre message qu'on va faire comprendre nos choses. Puis tantôt, Caroline, elle disait, il y a 4000 patients. Ça, c'est sans compter les patients qui sont diagnostiqués à 18 ans et un jour, là, puis qui tombent dans le système adulte. 18 ans et un jour dans le système adulte au département d'oncologie de Notre-Dame, à côté de la madame qui a 55, 60 ans. C'est pas la même game, là. C'est pas pareil du tout. Fait qu'on tombe vraiment dans une clientèle différente qui mérite autant que les 0-18 ans, qui ont la sympathie du public et de la société. C'est un débat à lancer et c'est un combat. Je sais que vous êtes très impliquée, comme vous dites, vous êtes quêteuse professionnelle. Oui. Et pourquoi est-ce que vous quêtez particulièrement pour les cancers pédiatriques? Bien, moi, j'ai eu un fils qui a été atteint, François Carl, à 5 ans et demi. Et quand le docteur m'a annoncé cette nouvelle-là, je suis sortie de la salle. C'était le docteur Champagne qui m'avait annoncé la nouvelle. C'était le 1er février. Tous les parents qui sont ici vont se souvenir exactement du moment qu'ils ont eu la nouvelle. J'ai descendu en bas. Je me suis écroulée à côté du mur ici, de l'hôpital. J'ai fait un deal avec la vie. J'ai dit, tu redonnes la santé à mon fils, je vais consacrer le reste de ma vie à essayer de changer les choses. Mon fils, il a 22 ans aujourd'hui, puis je continue encore. Je sais que je suis fatigante, je répète tout le temps les mêmes choses, mais on a quand même ramassé 8 millions pour le cancer pédiatrique. Et là, on veut faire la même chose pour le suivi des jeunes adultes. C'est un éternel recommencement. Il faut toujours recommencer. Puis il faut travailler avec des équipes. Moi, Caroline, je la vois dans ma soupe. J'ai confiance en ce qu'elle fait. Daniel Sinette, c'est la même chose. Le docteur Rivard, pour moi, c'est la 8e merveille du monde. Mais toutes ces équipes-là ont sauvé mon fils. Mais j'ai vu durant ces 16 ans-là, c'est vraiment 3 cas spéciaux qu'on a devant nous, là. La misère humaine, là, on pourrait vous en compter jusqu'à demain matin. Quand Pascal disait qu'à notre réunion, on a des grands hypothéqués qu'il faut prendre par la main. Puis ça, bien, le docteur Barrette, là, la voix devant nous, pas sûr qu'il commenterait ça, là, qu'on lui dirait, regardez, peux-tu débloquer tel budget pour ça? Fait qu'il faut que ce soit les fondations, que ce soit des gens comme nous qui partent avec le bâton du pèlerin puis qui vendent des nids de clowns. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais je pense que tous ensemble, moi, j'y crois qu'on peut changer ça, qu'on peut changer le monde en se faisant écouter. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Madame. Parfait. Dans nos 3 cas exemplaires qu'on voit, moi, je suis la maman d'un garçon qui a 20 ans, qui est en rémission. Mais entre 18 puis 25 ans, à 30 ans ou à partir de 25 ans, je pense qu'on se prend un petit peu plus en main. À 18 ans, quand on dit qu'on est adulte, je suis pas certaine, tant que ça. Mon fils, il est extraordinaire. Mais si c'est moi, quand le docteur Rivard, tantôt, moi, tous les médecins ici, c'est les 8e merveilles du monde, là, incluant docteur Rivard aussi, docteur Laverdière. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on dit les parents, souvent, n'assurent pas le suivi ou quoi que ce soit, moi, la maman, à mon grand de 20 ans, quand je lui dis « Tu m'inquiètes, j'aimerais que tu ailles chez le médecin », je capote. Je n'ai aucune crédibilité.
Je suis celle qui a toujours capoté et qui capote encore. Je m'excuse, là, mais c'est ça. Donc, ce que vous nous dites, c'est que en rémission ou pas, à 20 ans, on a 20 ans. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, si le suivi professionnellement était plus assuré, je crois que... Parce que moi, quand on venait à l'hôpital, l'infirmière pivot de Xavier, c'était Manon. Mais quand Manon parlait, c'était un dieu. Quand Manon disait « Je ne veux pas que tu fasses ça », c'était important. Moi, ma mère, elle capote tout le temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres parents qui ressentent ça, mais... Mais ça revient à ce que Pascal Petit disait tantôt. Vous n'êtes pas retourné vers vos parents quand vous avez eu des limites, des enjeux psychologiques. C'est vers Caroline. Puis souvent, ils ont peur de nous inquiéter. C'est ça que je t'ai pour dire. Tu sais, les parents, on veut les protéger aussi. Quand on arrive dans le monde adulte, on dit, bon, on dit toujours, hein, on se responsabilise et tout ça, mais jamais que... Moi, j'étais inquiète, je venais voir Dr. Hivert, j'étais à Brébeuf en face, je traversais. J'ai jamais dit à mes parents telle inquiétude. Jamais, jamais. Tu veux les protéger, tes parents. Effectivement. Alors, c'est pas du tout la bonne voie pour ça là. L'autre point que je voulais apporter, jusqu'à 18 ans, quand que notre enfant ne file pas, on se présente ici à l'urgence de l'hôpital Sainte-Justine. Quand on a un dossier, le jeune a un dossier en oncologie, il est toujours vu extrêmement rapidement. Donc, attendre des 12 heures et des 14 heures à l'urgence, ils n'ont jamais connu ça, les enfants. Passé 18 ans, quand il a à venir faire son suivi en oncologie une fois par année, il peut venir ici. S'il ne file pas, il ne peut pas venir ici. Quand il essaie d'aller à l'urgence d'un autre hôpital, il tombe dans la réalité du Québec d'aujourd'hui et il est dans une salle d'attente pendant 12 heures, 14 heures. Et là, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, bien, il s'en retourne à la maison, puis il dit, bien, pour lui, en dehors de Sainte-Justine, tous les hôpitaux du Québec, c'est à peu près, ça vaut pas grand-chose. Quand il va voir un médecin en clinique ordinaire, régulière, il est vu. Mais quand le médecin pose des questions, est-ce que toi, tu as un antécédent quelconque et qu'il dit, moi, j'ai eu une leucémie, je l'ai déjà accompagné, je le vois dans le visage des médecins, ils deviennent quasiment désemparés. C'est pas quelque chose, je pense qu'ils sont capables, le médecin de médecine de famille ou quoi que ce soit, c'est gros, c'est très, très gros. Moi, je le sens beaucoup. C'était mon commentaire. Puis, comment vous avez navigué là-dedans, tu sais, quand vous voyez le regard du médecin qui est désemparé? Bien, souvent, il va parce que, bon, il fait une grippe, une sinusite, quoi que ce soit. Il a quand même la médication quelconque. Présentement, la feuille pour demander un médecin de famille, ça fait 1 an et plus qu'elle est remplie. Moi, j'ai des gens de mon entourage qui en ont un, médecin de famille. J'étais convaincue qu'en voyant leucémie, qu'il y aurait eu un médecin rapidement. Je crois maintenant le contraire, que ça fait peur à certains médecins. Mais j'ai pas de preuve. Pour moi, là, je crois ça. Merci. Bonne voix. Ça prend en moyenne de 1 à 2 ans avant qu'on lui trouve un médecin de famille et ils sont classés priorité 3. Donc, ils passent derrière tous les gens qui sont en situation aiguë. Donc, ça prend en moyenne 1 à 2 ans pour avoir un médecin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je ne sais pas si Pascal Thibault, tu voudrais faire un commentaire par rapport à l'évolution entre 20 ans et maintenant, parce qu'à 20 ans, tu es tout un petit peu différent. À 20 ans, j'aurais été genre à dire à ma mère qu'elle capotait aussi. Je vous écoutais parler, là, puis je me voyais un peu dans cette situation-là. Là. En fait, de 20 ans à 25 ans, je pense que quand on parle qu'il faut que le jeune prenne en main son dossier et dans le fond, son évolution de la santé, ça se fera pas nécessairement. Il y en a peut-être qu'à 18 ans, ils vont être capables, comme Marie-France disait tout à l'heure, mais il y en a qui seront peut-être capables à 22, peut-être à 24, peut-être à 26. Fait que je pense qu'il faut vraiment que ce soit personnalisé et selon. Puis pour l'instant, c'est beaucoup comme
comme on dit depuis tout à l'heure, que le parent, la responsabilité est beaucoup sur le dos du parent de dire ce qui s'est passé, puis un peu d'expliquer à son enfant. Donc, c'est pour ça que ce serait vraiment bien d'avoir quelqu'un peut-être un peu plus pour coordonner ça, le transfert de ce côté-là. Mais aussi, quelque chose qui est vraiment délaissé, j'ai peut-être un peu moins d'expérience que mes collègues avec d'autres gens qui ont eu une maladie comme la mienne, mais pas seulement aussi du côté de la santé et prévenir notre santé, mais aussi qu'on puisse devenir un actif pour la société. L'encadrement de ce côté-là, je pense qu'il est vraiment, vraiment déficient. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de support du côté de ma famille, mais pas avoir eu ça, je sais pas si je m'aurais rendu à des études universitaires ou ça aussi. Là. Donc, je pense qu'il y a un gros manque de ce côté-là. Puis, on arrive à 18 ans, on a eu un cancer, c'est parce qu'il reste toute notre vie aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette période-là? Donc, d'avoir un support de ce côté-là, je pense que c'est vraiment un besoin criant. Question pour Caroline et peut-être les deux autres experts, Sophia et Serge. Pourquoi 18 ans, bang, on tombe? Pourquoi il n'y a pas un suivi jusqu'à 21 ans, même ici à Sainte-Justine? Non, mais j'ai une disposition législative? Ben oui, ou... c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Non, je pense que c'est la règle institutionnelle, en fait. Là, je pense que c'est le ministère de la Santé, Dr. Rivard, comme chef. Je pense que c'est les règles hospitalières. Donc, si on veut voir un patient de plus de 18 ans, il faut signer une dérogation. Donc, on a le droit, ils nous accordent qu'on a le droit de les voir en clinique, mais pas à l'urgence, c'est très difficile. C'est vraiment, sauf exception, fait que ça prend vraiment un papier qui est dans le dossier médical disant ce patient-là peut aller aux soins intensifs, peut aller être opéré à Sainte-Justine s'il y a plus de 18 ans. Mais c'est difficile à obtenir. OK. Mais c'est la règle institutionnelle, je dirais. Ouais. D'accord. Merci. Merci pour les questions. C'est tout? C'est le moment. De Héloïse, qui a 5 ans, qui a une LAM. Donc, mon amoureux, Charles, il l'a dit tantôt. J'ai une question par rapport aux gens, les survivants, en fait, pour les parents. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents? Parce que je vous entends beaucoup, on est très mobilisateurs, on se mobilise beaucoup pour notre enfant et tout ça, puis pour les 3 autres, en fait. Mais on se dit, en tant que parent, là, pour pas que justement ma jeune fille de 5 ans me dise « arrête de capoter », tu sais, parce que, bon, elle a mal quelque part, là, c'est moi qui pense que c'est le cancer qui est parti à une autre place, hein, tu sais, bon, on travaille sur nous et tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents, en fait? On continue à leur dire la vérité parce que nous, on a décidé de sur quoi qu'on disait toujours les vraies choses, même avec le médecin et tout ça, pour qu'elle soit au courant. Mais quand même, elle a 5 ans, là. C'est gros, tu sais, ça va la suivre, évidemment, mais qu'est-ce que vous avez envie de... Bien, moi, je vais essayer de vous répondre comme ancienne patiente puis comme mère. Hein? Je vais essayer d'y aller avec les 2 chapeaux. Je pense qu'à 5 ans, là, c'est correct que vous capotiez. Puis moi, je capoterais si c'était mes enfants. Puis c'est sain. Hein? Quand ça vieillit, par exemple, tu sais, ce que j'entendais aussi l'autre mère qui disait, ben là, il veut plus rien savoir, mettre tout derrière lui. Puis comme parent, on est là, puis... Je pense que, en tout cas, pour moi, ça a été salutaire, cette période de mettre un peu... Je ne vous dis pas, là, si vous voyez que votre enfant, vous pouvez lui remettre... ça se parle à quelqu'un, un adolescent, dire, bien là, fumer, c'est pas une bonne idée, tu deviens obèse, c'est pas une bonne idée. Mais c'est sain aussi de prendre cette distance-là avec la peur, avec la maladie, de lui expliquer les conséquences. Puis comme on disait tantôt devant un médecin, c'est encore mieux qu'on lui dise... Donc, transmettez cette information-là à votre enfant, mais peut-être qu'il va y avoir une période dans sa vie qu'elle va prendre la distance et c'est peut-être très salutaire pour plus tard aussi, pour mieux revenir. Tu sais, des fois, on dit, on est dedans, on voit ça. Il faut quand même, des fois, prendre une petite distance, mais là, elle a 5 ans. Bien, elle a 5 ans, mais elle dit maudite maladie, puis à cause de ça, je peux pas faire ça. Tu sais, bon, elle le voit déjà, donc nous, on veut bien l'encadrer, puis bon, essayer de justement de donner le plus d'informations, mais je comprends que c'est bien aussi de pas nécessairement le mettre en arrière, mais ça va tuer, ça fait ta couleur dans le fond, hein, ça fait une couleur de vie, donc ça fait partie de soi, mais il y a des choses qu'il va falloir... c'est bon, ça a répondu à ma question. On l'a vécu aussi de 3 façons probablement différentes. Probablement 3 réponses distinctes. Je crois qu'il y a aussi une importance dans le fait de comprendre que lorsque votre fille va être guérie, qu'il y a un retour à une normale,
Et c'est cette transition-là qui est psychologiquement troublant pour un enfant. D'être, quand ta maman ne te quitte pas d'une semelle pendant 5 minutes, tu n'es même pas capable d'aller aux toilettes sans qu'elle soit pas derrière toi, puis qu'après, même ta rémission complète, donc c'est 7 ans plus tard, parce que tant aussi longtemps que tu es en rémission, ils ne croient pas nécessairement que tu es guéri, puis ils ont toujours cette crainte-là, mais la journée que tu tombes en rémission complète et que là, tu es redevenu normal, la transition n'est pas facile et les parents doivent, je crois, pour ma part, garder en tête qu'on redevient quelqu'un de normal, même si on a un background. Puis si l'enfant il se retrouve à plus avoir cette petite tape-là dans le dos, toujours sa maman derrière lui, on tombe de haut quand ça arrive, puis qu'on le réalise qu'elle n'est plus derrière nous. Là. Je parle encore à tous les 2 jours. J'ai validé. Tu me rassures. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Toujours le fun de conclure sur des rires. Merci à tous. Merci pour les questions. Merci à nos survivants. Ouais, Pascal Petit, Pascal Thibault, Marie-Ève Marcel, merci beaucoup. Merci. Nos experts. Caroline Laverdière, Serge Sultan, Sophia Morel, merci. Merci. Bonne soirée. Merci.